Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, j'imaginais naïvement sans doute qu'un imam menacé d'expulsion, poursuivi pour incitation à la haine, habitué des propos antisémites ou de discours sur l'infériorité de la femme, j'imaginais que cet homme qui attendait hier la décision du Conseil d'État pour connaître son sort, j'imaginais que le fichier S qu'il était fût surveillé, observé, guetté. Eh bien, je me trompais, l'imam Hassan Iqiyoussen est dans la nature et les policiers ne savent pas où il est. Le Conseil d'État a donc validé un arrêt d'expulsion pour un homme qui a déjà quitté le territoire. Ce n'est pas très glorieux et vient doucher l'enthousiasme du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui parlait hier de grande victoire de la République. Après un feuilleton juridique sans fin et une procédure qui ne paraît pas des plus simples, l'imam Iqiyoussen, qui depuis bien longtemps aurait dû quitter le pays, a pris la poudre d'escampette au nez et à la barbe de la police française. Je le répète, ce n'est pas glorieux et pour tout dire assez incompréhensible et plus encore inquiétant. Nous allons en parler dans une seconde. Naïm Bestanji, vous êtes auteur du Linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile aux éditions Céramis. On vous avait reçu plusieurs fois sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Parce que hier, donc on apprend en fin d'après-midi qu'il sera expulsé, et puis en début de soirée, on apprend qu'il est introuvable. Je souris, mais c'est pas drôle du tout. En fait, voyez le sujet de Quentin Griebel. Hier après-midi, ces policiers arrivent devant le domicile de l'imam Hassan Iqiyoussen. Leur objectif, interpeller l'homme de 58 ans pour l'expulser vers le Maroc. Problème, le prédicateur n'est pas à son domicile. Il pourrait avoir pris la fuite en direction de la Belgique et a donc été inscrit au fichier des personnes recherchées. Plus tôt dans la journée, hier, le Conseil d'État avait retoqué la décision du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu le 5 juillet l'expulsion d'Iqiyoussen. Le juge des référés du Conseil d'État estime que les propos antisémites d'Hassan Iqiyoussen, tenus depuis plusieurs années, ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme, constituent des actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination ou à la haine, justifiant la décision d'expulsion. Une réussite pour Gérald Darmanin. La République a le droit de se défendre contre ceux qui veulent atteindre ses fondamentaux, qui veulent s'en prendre évidemment à ses valeurs et qui parfois créent le djihadisme d'atmosphère. L'imam risque jusqu'à 3 ans de prison pour s'être soustrait à une décision d'éloignement. Alors c'est vrai que la procédure d'expulsion va être mise en place si on arrive à l'attraper. L'avocat d'Hassan Iqiyoussen a déclaré qu'elle voulait quand même ressaisir de nouveau la justice cette fois pour que l'affaire soit jugée sur le fond, mais que de toute façon la procédure d'expulsion n'est pas suspendue pour ça. Il faut aussi se demander effectivement pourquoi est-ce que Hassan Iqiyoussen n'a jamais été inquiété par la justice depuis au moins 2003 et ses premiers propos antisémites. Et enfin, je vous pose la question, pourquoi ça, j'ai pas forcément la réponse. Des suspicions, des pistes de réponse seraient de dire que Hassan Iqiyoussen n'est pas le salafiste primaire de base. Il ne va pas dire si vous écoutez la musique, vous allez vous transformer en porc. Il ne va pas justifier le viol conjugal, en tout cas pas de façon flagrante, mais il ne l'a jamais fait en tout cas. Par contre, c'est un frère musulman, donc il a un double discours. Il peut dire quelque chose un jour, une autre chose à l'opposé le lendemain, voire même dans la même conférence, ce qui permet à Hassan Iqiyoussen de dire « mais non, moi je défends les valeurs républicaines, j'incite les musulmans à s'investir dans la société française ». Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il incite les musulmans à s'investir, non pas pour faire exercer leur citoyenneté comme objectif, mais pour faire avancer sa vision de l'islam au sein de la société française. Et enfin, je terminerai par... Je vais donner un simple exemple sur la mixité. Il dit qu'il est pour la mixité, mais dans ses conférences, il explique ce qu'est la mixité pour lui. Il distingue la promiscuité, qui est, je le cite, une femme à ma droite, une femme à ma gauche, on est proche, c'est pas bien. Et la mixité, c'est on peut être dans la même pièce, mais les hommes devant, les femmes derrière, ou les hommes à droite, les femmes à gauche. Donc après, aux yeux du grand public, il peut dire qu'il est pour la mixité, ça ne mange pas de pain. Et c'est ça toute la difficulté. Par contre, pour ses propos antisémites, là, il n'y a aucune excuse. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été inquiété pour ses propos antisémites. Il y en a combien qui ont un petit doute sur les attentats de 2015, comme l'imam en question? C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs, les pseudo-attentats. Il avait parlé des pseudo-attentats. Le Conseil d'État n'a pas retenu. Le Conseil d'État n'a pas traumatisé. Ça choque moins que les propos qu'il a tenus sur les femmes. Oui, parce que c'est ça qui est surprenant, c'est que le Conseil d'État n'a pas retenu justement la question du relativisme des attentats, mais il y a aussi une conférence d'Hassan Iqiyoussen qui date de 2019 où il justifie la prise d'armes. Il fait référence à l'histoire andalouse des musulmans pendant la reconquête catholique.
catholiques qui avaient abandonné les armes. Il le regrette et il considère que la résistance est légitime. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Toujours son double discours, c'est un dernier exemple. Il parle du djihad. Le djihad, le sens originel, c'est une lutte spirituelle intérieure. Oui. Mais il fusionne avec la lutte armée. Et dans sa conférence, il alterne parfois de l'un à l'autre pour arriver à la résistance armée qui serait légitime. Et ça n'a pas été retenu non plus par le Conseil. Je rappelle, Naïm Bestanji, que vous êtes auteur du Linceul du féminisme, Caresser l'islamisme dans le sens du voile, et vous êtes un spécialiste depuis de nombreuses années de décrypter d'une certaine manière. Oui, je suis en grande partie d'accord avec vous parce que concrètement, quand vous parliez tout à l'heure que l'islamisme veut ramener la société en arrière, mais pour ça, elle est bien aidée par une partie, je dis bien une partie de la gauche, en ce sens. Je donne un exemple. En 2016, l'affaire des Burkini. Qu'avait tweeté Edwy Plenel? Une photo des années du début du XXe siècle où on montrait des femmes habillées, c'est-à-dire pour se baigner, c'est-à-dire qu'il faisait référence à une époque où les femmes n'avaient pas droit à l'IVG, n'avaient pas droit au vote, n'avaient même pas le droit d'avoir un compte en banque à leur nom. Et pour Edwy Plenel, c'était une référence pour justifier le port du burkini aujourd'hui. Et sur le terrain aussi, moi personnellement, je suis aujourd'hui moins confronté aux islamistes qu'à une frange de la gauche qui a créé une sorte de cordon sanitaire pour protéger l'islamisme. C'est pas le mot d'islamo-gauchisme qui résume parce que je trouve que ce terme n'est pas adéquat. Et moi, je trouve qu'il est tout à fait adéquat. Je suis désolée, mais quand on entend Alice Coffin, qui en 2004 se serait insurgée, nous expliquer que maintenant porter le voile c'est un signe de liberté, on a quand même un petit problème. Je l'ai dit. Alors il est où Iqiyoussen? Il s'est auto-expulsé. Il est où Iqiyoussen? Il est en Belgique parce que s'il va au Maroc, ça va mal se passer pour lui. Là, visiblement, c'est là où je ne comprends pas très bien comment on peut lui reprocher. Il s'est, semble-t-il, auto-expulsé. En Belgique. Il s'est soustrait à la il devrait aller au Maroc. Il s'est soustrait, pas vraiment. Il est en Belgique. Il risque 3 ans de prison. Il risque 3 ans. Alors il faut comprendre que Hassan Iqiyoussen, donc est né en France, n'a jamais vécu au Maroc. Il n'a pas d'attache familiale là-bas, à l'inverse de sa femme qui est originaire du Maroc et qui a de la famille là-bas. Donc Hassan Iqiyoussen a beaucoup critiqué le royaume du Maroc. Donc il peut légitimement se dire qu'il ne va pas forcément avoir une super liberté là-bas. Donc depuis pas mal de temps, moi et d'autres, on suppose que s'il devait fuir, ce serait vers la Belgique. Pourquoi? Parce que géographiquement, c'est proche de chez lui en France, mais aussi parce que le réseau frériste est très structuré et est très densément maillé en Belgique, notamment Bruxelles et Molenbeek. Noémie Schulz est avec nous. Noémie, est-ce que vous avez des informations de Beauvau pour savoir s'il y a des pistes pour savoir où est Monsieur Iqiyoussen? Privilégié par le ministère de l'Intérieur, c'est qu'il serait en Belgique, puisque vous l'avez dit, son domicile est à une trentaine de kilomètres de la frontière. Hier, les policiers sont rendus chez lui pour l'interpeller en vue de l'expulser dans la foulée de la décision du Conseil d'État. Il n'était pas chez lui, il y a eu une perquisition. La piste envisagée, c'est donc qu'il a fui vers la Belgique. Il l'avait laissé entendre d'ailleurs avant qu'il pourrait s'y rendre. On précise dans l'entourage de Gérald Darmanin qu'on ne pouvait rien faire pour interpeller l'imam Iqiyoussen avant la décision du Conseil d'État. Et on précise qu'il a été inscrit au fichier des personnes recherchées. Ça veut dire que si un policier, un gendarme, s'il est encore sur le territoire français et qu'il est arrêté, contrôlé par un policier et un gendarme, il y a toute une procédure et qu'il pourra à ce moment-là être expulsé. On nous précise aussi que Iqiyoussen, aujourd'hui, il n'a plus le titre de résident permanent en France. Ça lui a été retiré, ce qui lui aurait permis de circuler librement dans l'espace Schengen. Ça n'est plus le cas. Il est donc également, s'il est en Belgique, il est donc également en situation irrégulière en Belgique. Et évidemment, Paris va se rapprocher des autorités belges pour évoquer la suite, puisque l'idée est de l'expulser le plus rapidement possible. Merci Noémie Schulz. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier Iqiyoussen. Demain, c'est la rentrée à l'école. Je voudrais qu'on voit le sujet sur le salafisme à l'école. Et Naïm Bestanji, peut-être aurez-vous une analyse à produire après ce sujet de Augustin Donadieu. C'est la voix d'un professeur qui résonne dans la plume d'une journaliste. Laurent enseigne depuis plus de 30 ans dans des établissements réputés difficiles. Mais ces dernières années, il voit certains de ses cours perturbés par une montée du salafisme à l'école. Il y a un certain mouvement salafiste, frériste, qui s'étend petit à petit dans certains quartiers et par ricochet, on en arrive à avoir ces débats qui arrivent à l'intérieur des classes avec un refus de certains enseignements. Sous couvert d'anonymat, il raconte ces petits renoncements qui tuent. Quand Laurent raconte qu'il avait montré un film un jour à ses élèves et qu'il avait évidemment préparé en regardant le film, il n'avait pas fait attention. Dans le film, il y a deux femmes qui s'embrassent, ça dure 1 seconde et il a un élève qui s'est levé en hurlant « Ça, monsieur, c'est pas légal !» C'est un élève qui ne pose jamais de problème et il m'a dit « J'étais décontenancé ». Ces petits renoncements, comme il les appelle, sortent rarement de la salle de classe. Mais Laurent préfère alerter.
Ce sont des petits renoncements qui peuvent tuer, oui, puisqu'ils ont mené à la décapitation de Samuel Paty. À travers ce livre, Laurent a choisi de continuer à mener le combat, mais certains de ses confrères préfèrent faire l'impasse pour, selon ses mots, ne pas jeter d'huile sur le feu. On connaît tous des professeurs, ça fait 30 ans qu'on entend ça. Ça fait 30 ans. Et ça fait simplement quelques années qu'on en parle, que c'est arrivé dans l'espace médiatique. Pas de vague, c'était la doctrine de l'école. Les profs, effectivement, les pauvres, ils ne veulent pas se mettre à dos toute une classe en face d'eux, etc. Donc tout cela, on le sait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut lutter, Monsieur Bestanji. Comment on peut lutter contre cela aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore des solutions? Déjà, il faut voir vraiment le contexte. Ce livre est important. Ce n'est pas la première fois qu'on lance l'alerte. C'est comme une arlésienne, ça revient et à chaque fois on a l'impression de redécouvrir la roue. N'oublions pas par exemple l'ouvrage qui était sorti il y a quelques années d'un principal de collège, je crois que c'était à Marseille, qui portait un signalement, le rapport Aubin en 2004, etc. Donc ce n'est pas nouveau. Mais tout ça n'arrive pas jusque dans l'espace médiatique. Ce livre, il ne sera pas, ou son auteur ne sera pas invité parfois dans les émissions du service public. Vous ne l'entendrez pas. Alors ça rejoint un peu le sujet de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que pour déjà trouver des solutions, il faut accepter de comprendre le phénomène. Or, en France actuellement, il y a une partie dans la société française qui refuse de savoir ce qu'est l'islamisme, parce qu'elle considère que mon ignorance est une forme de crédibilité. Je suis juste tolérant. Et aussi, mon ignorance fait que je ne sais pas à quel moment je risque d'être raciste en disant tel ou tel propos. Donc il y a des freins qui sont posés. Ces freins se situent surtout à gauche. C'est pour ça que la gauche est privée. Moi, je suis de gauche, de la gauche laïque et républicaine, et j'ai aucun état d'âme à m'opposer à l'islamisme parce que je le connais de l'intérieur et parce que je travaille sur le sujet. Donc je sais où sont les limites et quelle est la distinction entre musulmans islamistes, islam et islamisme. J'ai côtoyé des enseignants, et ça fait 20 ans que je vois des enseignants qui ne savent pas comment s'y prendre et qui tirent le signal d'alarme, mais il y a d'autres enseignants qui, eux, effectivement, considèrent qu'il ne faut pas faire de vagues, et enfin, une troisième partie d'enseignants qui, eux, considèrent que, finalement, c'est l'évolution de la société, il faut accepter ce changement culturel, que ce sont des pauvres victimes, et qu'on ne peut pas les brusquer. C'est un sujet qui vous touche, parce que vous incarnez la gauche laïque, républicaine et anti-totalitaire, oui, ce qui me rend assez minoritaire à gauche, mais enfin bon, l'avenir est à nous. Non mais l'affaire IQCEN ne s'explique que par l'existence de cette complaisance d'ensemble. Ça commence là. La complaisance, on ne veut pas entendre ce que racontent les enseignants, donc complaisance envers ce qui se passe à l'intérieur de nos écoles, complaisance médiatique, on en a parlé tout à l'heure, mais je veux y insister, cette extraordinaire complaisance envers la France insoumise et son islamo-gauchisme, ça commence là, simplement parce que quand vous critiquez l'islamisme, ils veulent vous faire croire que vous critiquez l'islam. Si vous critiquez l'islamisme, l'islam politique, ça veut dire que vous êtes anti-musulman, raciste, fasciste et bientôt nazi. Il faut en finir avec ce terreau, il faut faire un travail gramscien. Il faut revenir sur des années et des années de renoncement et d'aveuglement volontaire et remettre... Non, mais évidemment, c'est très long. C'est pour ça que ça ne va pas se faire en claquant dans les mains. Mais ce travail intellectuel de défaire ces fausses évidences qui sont entrées dans les cervelles de certains, c'est indispensable. Sinon, nous aurons une affaire IQCEN chaque mois et non pas chaque année. Sauf que je vais vous remercier, Naëm Bestanji, parce que vous avez publié en 2021 Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile, aux éditions Céramis. Et je vous ai reçu déjà 2-3 fois ici et je vous fais intervenir régulièrement. Mais je pose souvent la question à ceux que je fais intervenir. Est-ce que vous êtes allé un jour pour la sortie de votre livre, par exemple, sur France Inter? Non. Non. Est-ce que vous êtes allé un jour sur France 2 dans des émissions du service public? Non, je vais même aller plus loin. Il y a certaines librairies qui écartent le livre sur... sur France 5, où il y a des émissions de débat également importants qui étaient programmées. Est-ce que vous êtes allé chez notre ami Barthès à Quotidien? Non. C'est ça qui me frappe quand même. C'est-à-dire qu'on lance les alertes, vous parlez d'informer, on lance les alertes, mais on n'est pas entendu. Est-ce qu'il existe une liste noire d'invités? Non, mais ça m'intéresse vraiment toujours beaucoup. Donc, pour commencer la saison, avec nos amis quotidiens, parce qu'ils parlent parfois de nous. Monsieur Barthès, je vous propose d'inviter Monsieur Bestanji un soir pour avoir quelque chose d'assez rare sur votre plateau, un point de vue contradictoire, quelque chose qui n'existe pas forcément. Une fois par an, on ne lui demande pas plus, une fois par an, ça suffit. Mais bien sûr, bon. Monsieur Bestanji, je vous remercie grandement, votre expertise mérite que nous l'écoutions. Juste une dernière chose, pardon, c'est que justement par rapport à l'affaire Hassani Hussein, dans mon livre, j'accorde une grande part de l'ouvrage
à Hassani Hussein pour expliquer un petit peu ce panorama de l'islamisme politique en France qui se sert du corps des Bien femmes sûr. à travers le port du voile pour avancer. Donc c'est ça, c'est qu'il y a des alertes qui sont lancées, moi de mon côté, mais aussi d'autres. Je pense à Mohamed Sifawi, je pense à d'autres, des journalistes, des auteurs, des essayistes, des femmes, des hommes d'origine maghrébine ou pas, de musulmans ou pas, qui lancent des alertes. Et effectivement, on n'est pas suffisamment entendu et après... Et vous n'êtes pas relayé, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il y a le politiquement correct, fait que vous n'allez pas sur, j'ai cité tout à l'heure, les différents médias et on ne peut pas vous entendre et on ne peut pas entendre cette voix-là. Je vous remercie.